Et yo tout le monde, donc ici Vmaillé pour une nouvelle critique, une nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, depuis août dernier, où il n'y a pas vraiment eu des films qui sont sortis depuis. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps pour sortir une nouvelle vidéo. Et pour vous dire en fait, il y a avoir du changement sur la chaîne. Vous savez que j'ai un rythme qui a changé depuis du coup août de l'année, depuis cet été. J'ai moins de temps, j'ai un animal maintenant donc faut que je réfléchisse. Et donc j'ai décidé qu'on aurait beaucoup plus de critiques où hors face cam, on voit que on fait que m'entendre et on me voit pas. Pour la simple et bonne raison que ça me prend du temps et que je préfère mettre les face cam pour la série les pourquoi devriez-vous voir ce film, série ou jeu vidéo, jouer à jeux vidéo, ou les grands films attendus genre les grands blockbusters Dune, Odyssey, peut-être les Marvel et encore pas sûr pour tous, peut-être les DC pas sûr pour tous, donc ça dépendra du temps que j'ai. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se trouve donc hors face cam, avec juste ma voix en fond comme pour beaucoup de vidéos depuis quelques temps. Et on va parler d'un film, donc c'est bien sûr une critique et spoiler d'un film, donc, et ça fait un petit, de toute façon ça fait un petit moment qu'on parle de ça et on n'entend que ça, parce que niveau série c'est très calme. Et donc c'est un film qui a été pas mal attendu pour les fans d'une saga assez connue, saga française d'ailleurs, et qui était très attendu par beaucoup de monde, qui du coup était attendu depuis même 4 ans on va dire, ça fait 4 ans que le premier film était sorti puisque c'est le second film du coup. Et c'est un second film assez spécial, parce que le réalisateur que nous connaissons tous a eu une idée en tête assez différente de ce qu'on connaît des films français et des autres films d'ailleurs de notre bon pays. Et c'est assez intéressant, donc c'est un film avec comme casting du coup Alexandre Astier, qui est d'ailleurs avec sa famille, Loïc Cordia, Kevin Bougueraba, Anne Giroir, plein de ces noms qu'on connaît tous, qui est donc sorti le 22 octobre 2025, c'est-à-dire il y a mercredi dernier, donc il y a 2 jours au moment où je vous parle. Je parle bien sûr du film Kaamelott, deuxième volet, partie 1. C'est important de le préciser que c'est une partie 1. Réalisé du coup par Alexandre Astier, qui est du coup la suite de Kaamelott et de la série. Alors, c'est important de préciser que c'est une deuxième partie, c'est une première partie, parce qu'en fait, malheureusement, l'un des défauts de cette première partie, c'est que c'est lent. Mais faut pas oublier malheureusement que oui, c'est en 2 parties, donc il se peut que ce soit très lent parce qu'il a dû découper le film en 2 parties. Et que c'est ça qui m'a un peu déçu, on va pas se mentir, même si on va pas se mentir, il n'était pas non plus très rapide, l'idée d'exécution du premier non plus. Mais je le trouve un peu plus rapide et un peu plus intéressant, où là je le trouve assez lent, assez difficile à suivre, et en fait, il ne répond pas toujours à toutes les questions auxquelles on pouvait se poser, et je trouve ça assez triste. Je m'attendais à plus de ce Kaamelott, qui je suis comme allé le voir parce que je reste un fan de la saga d'Alexandre Astier, mais j'avoue être un peu déçu, et très déçu par cette lenteur d'ailleurs qu'on retrouve de suite avec les personnages principaux. Donc on va parler surtout par père, on va dire. Donc ces personnages principaux, on va commencer par le roi Arthur, qui se trouve maintenant, depuis que Kaamelott a été détruit, en Carmélide, avec ses beaux-parents, et Guenièvre et quelques personnes. Et en fait, c'est un roi qui fout rien, qui ne veut pas se lever, qui veut pas faire la table ronde, qui fait pas grand chose d'autre, qui va même faire une scène. En fait, on va dire cette scène-là, moi j'ai eu du mal à m'entendre avec tous les fans, avec les gens avec qui je peux parler, parce que pour moi ça balaye le premier volet, là où pour eux c'est normal. En fait, il va replanter l'épée dans l'une des premières scènes du film. On ne sait pas pourquoi, mais il va le faire. Je comprends qu'il veut pas être roi, qu'il a jamais vraiment voulu cette épée, mais bon, il aurait pu par exemple lancer une régence, qu'il a déjà fait d'ailleurs dans la série Kaamelott, on va en parler à un moment donné. Et trouver une solution. Je sais qu'il a fait pour sauver le monde de Lancelot, mais malheureusement, je vais pas vous mentir, en fait, reprendre cette épée, je trouvais ça un peu débile, parce qu'il a quand même il a quand même reprise dans le premier film, c'était assez important, c'était des scènes assez importantes, assez cool, et là, on en a pas vraiment. Et on va dire que c'est plutôt triste, on va dire, ouais. Et c'est très lent du coup parce que ça avance pas. Il va quand même à un moment donné dire je vais faire un effort, je vais essayer de présider la nouvelle table ronde. Et il va lancer des quêtes, il va essayer de redevenir un peu roi. Et à ce moment-là, je me suis dit enfin il va prendre son épée. Et même pas. Alors que même avant, à un moment donné, il avait provoqué la colère des dieux, comme on le sait. Et c'est Guenièvre qui va se manquer de faire tuer, qui va perdre une oreille, qui va manquer d'être sourde à cause de ça. Et rien, le mec il dit je vais pas tuer Lancelot, non, je vais rien faire, je vais arrêter je fais ce que je fais là actuellement et je vais pas changer. Je trouve ça assez triste, ça va dans l'idée du personnage, mais moi j'ai eu du mal. Je me suis dit ouais bon, on aurait pu montrer mieux. Et j'ai pas l'impression que ça développe beaucoup de personnages, là où on avait beaucoup plus à apporter. Et là où ça a été apporté beaucoup plus, avec d'autres personnages du style du coup de
des méchants, puisqu'en fait on en a deux, on va pas se mentir, on en a deux. Alors pour l'instant on a donc Lancelot, qui va être terré seul, qui va essayer d'en parler à son père le roi Ban, qui va faire des trucs en fait en ermite un peu, jusqu'à ce qu'il va rencontrer Mélagan, qu'on avait trouvé en post-crédit du premier film, qui va venir à son aide en lui disant vous avez besoin d'un mage, vous avez besoin d'un instructeur parce que vous avez fait la magie noire à Camelot, et vous avez besoin d'un instructeur, vous avez besoin de comment dire, de quelqu'un pour vous aider, de quelqu'un pour vous guider afin de battre le roi Arthur, donc ça va être ce but, et il va d'ailleurs invoquer grâce à lui un démon qui va en fait enchanter une sorte de faux de la faucheuse, on va dire une faux, qui va devenir ensuite une faux à 3 faux, et qui va devenir sa nouvelle arme d'ailleurs, et c'est une des scènes du film d'ailleurs. Et d'ailleurs à ce moment-là, on sait pas pourquoi, la Dame du Lac va redevenir un fantôme. Moi j'ai toujours pensé que c'était lié aux dieux et pas que aux démons, et ça que là c'est une question, c'est un truc que je me suis posé la question, pourquoi. J'ai pas trop compris pourquoi la Dame du Lac, maintenant que Lancelot a une arme, alors devient Dame du Lac fantôme et plus humaine, alors qu'elle était punie par les dieux, mais là je sais pas, est-ce que les dieux, est-ce que c'est les démons qui l'ont sauvée, est-ce qu'on comprend pas vraiment cette idée-là, parce qu'on peut savoir de voir tout de suite après Astier, enfin le roi Arthur, donc un grand souci, j'ai pas trop compris l'idée. Mais bon, j'espère que ça va s'expliquer dans la deuxième partie, mais bon, on n'est pas sûr. Et l'autre méchant, en fait, c'est Anna de Tintagel, la demi-sœur du roi Arthur, qui va être retrouvée du coup par les trois alliés du roi Arthur dans le premier volet, qu'on avait d'ailleurs vu plusieurs fois. C'était du coup le personnage de Clovis Cornillac, de Agadon Bougaraba, de toutes ces personnes-là qui étaient... J'ai oublié le nom de Clovis Cornillac, je crois que c'était Qatar ou un truc comme ça. Et du coup qui va aller en Orcanie parce qu'il a vu un message, le roi Arthur, comme quoi son tueur viendrait d'Orcanie. Il avait pensé que le roi Lot du coup était parti en Orcanie là où il est exilé. Il leur a demandé du coup d'aller voir. Et il est du coup allé voir. Et il s'est rendu compte qu'en fait du coup il y a juste la sœur d'Arthur qui veut sa mort en quelque sorte. Enfin, j'ai l'impression qu'ils l'ont plus provoqué en essayant de la tuer, plus qu'autre chose, alors qu'à la base c'était peut-être pas un projet qu'elle avait vraiment en tête. J'ai pas trop compris l'idée, peut-être qu'elle voulait juste être tranquille. Et là du coup j'ai l'impression que du coup ça mène à une autre méchante qui va arriver petit à petit et qui est un peu comment dire, fourbe. On comprend pas vraiment qui c'est, on connaît pas vraiment qui est son passé, on connaît pas vraiment grand chose sur elle, on sait juste que c'est la demi-sœur du roi Arthur. Et que du coup maintenant elle va peut-être sa mort, et donc ça mènerait peut-être un combat soit allié du coup Lancelot et elle face à Arthur, soit Lancelot versus Arthur versus elle, je sais pas vraiment où ça va mener. Et c'est des belles scènes qui montrent quand même un méchant en plus bien déporté, enfin bien montré, et d'ailleurs qui va manquer de tuer les trois comparses, et en fait non, ils vont réussir à s'enfuir. Ensuite, il ne reste pas beaucoup de personnages, à part du coup Merlin qui va être avec Elias, et un nouveau roi qui s'appelle le roi, un nouveau enchanteur, enfin même prêtre qui s'appelle le roi Cole, enfin qui s'appelle Cole, pas le roi, c'est Cole, et qui s'est rendu compte qu'en fait à Camelot il y a de la magie noire depuis que Lancelot en a dû en faire, et qu'il faut le trouver du coup, et en fait c'est même pas de la magie noire, c'est de la nécromancie, donc il va aller sous terre, et ils vont, leur but ça va être du coup de l'arrêter, de le détruire, ce qu'ils vont faire, et ils vont même rester un peu à un moment donné piégés, parce que Merlin, comme on connaît Merlin, il avait juste une seule potion, on va dire boule de téléportation, et pas deux. Et d'ailleurs, c'est là où on va retrouver cette dualité Elias-Merlin qu'on connaît tous. Mais à part Cole, Merlin et Elias qui ont tout sauté et découvert ça, c'est pas non plus un truc qu'on a beaucoup découvert de ce côté-là, même si on savait pas que lorsqu'on faisait la nécromancie, maintenant on le sait. Et on le découvre d'ailleurs grâce à eux. Et le dernier personnage auquel on peut vraiment parler, parce qu'en quelque sorte les autres sont moins utiles, c'est Caradoc, qui n'est plus avec Perceval parce que celui-là a décidé de partir en quête du Graal sans le prévenir, donc ils sont un peu, fâchés. D'où l'expression du coup de la non-présence de Perceval, parce qu'il y a même des lettres de lui. Et qui lui va être du coup en train de s'occuper de la taverne avec toutes les personnes de la taverne qu'on connaît un peu, et qui va d'ailleurs oublier d'aller à la table ronde parce qu'on lui a lu une lettre en lui mettant la date. Et en fait, il va rencontrer la Dame du Lac qui va lui dire: ah, j'ai fait des rêves de vous avec 3 fontaines, de l'eau, sous terre, enfin sous l'eau et tout. Lui il dit: ah ouais, moi aussi. Du coup, ils vont se mettre en quête de trouver cet endroit. Ce qu'ils vont d'ailleurs finir par trouver, et il va d'ailleurs se faire emprisonner. Et le point assez intéressant, c'est que c'est un rêve que Arthur avait aussi. Et ça fait un écho à la série où Arthur et Caradoc ont été rois. Mais la question à se poser, c'est Lancelot a été roi aussi. Et t'as pas l'impression qu'il a fait ces rêves-là, donc c'est assez spécial à comprendre.
Parce que c'est dire que la Dame de l'Axe serait maintenant liée aussi à Caradoc, qui a été roi à un moment donné, mais qui n'a pas eu Excalibur, donc c'est assez spécial. Et d'ailleurs, on finit sur une scène assez cliffhanger où en fait, t'as Caradoc qui se réveille dans une cellule et on se voit qu'à côté, on se rend compte qu'à côté, il y a quelqu'un qui semble connaître. Alors, j'ai une petite théorie, ça pourrait être pour moi Perceval, parce que Aski a dit que du coup, l'inspecteur de Perceval, Frank Picchio, pourrait revenir à un moment donné, mais on ne sait pas, il ne laisse pas la porte fermée. Et ou sinon, peut-être une fin ouverte afin de lui permettre le temps de revenir s'il veut vraiment revenir pour le deuxième volet, enfin pour le deuxième volet partie 2. Ou peut-être juste Arthur qui du coup va finir lui aussi à la fin du film sous l'eau et être du coup emprisonné à ce moment-là, récupéré par les gars. Ça, c'est une question à se poser. Qui est pour être le personnage que on n'a pas vu depuis longtemps et qui va se trouver là. Après, en parlant d'autres personnages, on a tous les. On a Bohort qui va essayer de relancer la table ronde, qui à la base voulait le roi, qui comprend pas vraiment aussi pourquoi du coup Léo Dagan et toute la famille de Carmélite fait tout à la place de Arthur qui fout rien. À part vouloir une descendance, parce que c'est ce que ses parents veulent, et ils n'ont toujours pas eu descendance, ils veulent un héritier à un moment donné parce qu'il est vieux et il avance pas. On a aussi du coup, tous les nouveaux chevaliers qui vont essayer de trouver des quêtes, il y en a qui vont partir vers un dragon, d'autres vers le retour vers chercher le chevalier Yvain qu'on n'a pas vu depuis 10 ans. D'autres vont même essayer d'aller tuer Lancelot parce que ils savent pas quoi faire et ils disent on va le faire ça. Ça se les oreilles par Bohort, mais en fait on n'avance pas de fou. À part quelques chevaliers qui ont des quelques petites quêtes pour ramener l'idée de la table ronde, mais c'est pas un grand avancement. En fait pour moi le grand avancement vient du côté de Lancelot et il est pas énorme non plus. Et on a peu d'avancement. Lancelot, Caradoc, on en a un peu, parce que Caradoc, on comprend, on essaie de découvrir un peu plus ce personnage, il y en a un peu plus d'action, un peu plus de sérieux du côté de ce personnage très humoristique, ce qui est assez cool. Et niveau personnage, ça avance pas beaucoup, même Arthur, désolé, j'ai pas vu beaucoup d'avancement et ça m'attriste beaucoup, je m'attendais à mieux, contrairement à ce que j'ai eu. Au moins, on a des très beaux décors, on va pas se mentir que les décors, par exemple, ils sont dans la neige, mais des aurores boréales, c'est très beau pour ceux qui vont chercher le dragon, c'est assez beau, c'est vraiment plutôt très joli. On a de très très beaux décors, ça on va pas se mentir, ça a toujours été la force d'essayer de tourner d'ailleurs en Auvergne. Il a même tourné à un moment donné vers Lyon, vers Villeurbanne, et c'est très joli. C'est d'ailleurs des très beaux paysages, on voit la Carbélite qui est très jolie, en face de Camelot qui est en ruine, ou même du coup du domaine de Lancelot où il a retrouvé chez lui. On découvre en fait que il y a une vraie dualité entre le personnage exilé et du coup la vraie vie où ça se passe plutôt bien, la nouvelle table ronde qui est plutôt jolie, où on avance plutôt bien. Et les décors montrent bien ça d'ailleurs, niveau décor on comprend la différence de dualité entre les deux camps. Même les camps, d'ailleurs ça se voit même niveau colorimétrie où du coup du côté des méchants Lancelot et même Anna c'est beaucoup plus sombre, là où Arthur c'est beaucoup plus lumineux on va dire. Donc tu connais la différence. Et on a aussi un bon point du film qui reste l'humour, même s'il est un peu moins présent je trouve, il est très sérieux et l'humour, la Camelote, on en va pas se mentir, hein, c'est d'ailleurs plutôt beau. Hein. Voilà, beaucoup, d'ailleurs un personnage du coup de clavier dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, et j'oublie tout d'ailleurs aujourd'hui, il y a un souci, alors qu'il est plutôt connu le personnage de clavier, c'est du coup le jurisconsulte qui était du côté de Lancelot et qui en fait est emprisonné parce que tous les gens qui sont partis se faire exiler, ils l'ont oublié. Ils avaient plus de place sur le bateau donc ils sont partis sans lui. Et donc ils sont emprisonnés et il dit au roi merci de me regarder, merci, s'il vous plaît faites mieux parce que je suis dans une cellule de merde. Voilà, c'est cette idée là où il fait que parler et le Arthur lui dit ta gueule sinon en fait je vais te couper la tête. C'est de nature un humour assez présent on va dire. À la Camelote, mais un peu moins je trouve que dans le premier volet, même si ça se trouve du coup dans les l'idée de Merlin, Merlin Elias où c'est un peu humoristique aussi, l'idée de la dualité, le côté d'Arthur aussi avec du coup le côté avec Guenièvre qui est un peu sourde donc il fait que gueuler, c'est plutôt drôle, ça reste un humour très soft. La Camelote je m'attendais à beaucoup plus venant de Camelot. J'avoue j'étais un peu déçu de ce côté humour, même si on a pas mal ri dans la séance que j'ai eue, donc ça reste assez présent. Même j'étais quand même un peu moins que dans le premier, mais dans le premier il y a personne de Valcardon, donc ce côté là où c'était proche les deux, et là j'ai l'impression que manque Perceval, il manque un peu d'humour. Et dernier point, il n'y a pas vraiment d'action en fait en réalité, parce que
on a toujours été habitué, dans le premier volet il n'y a pas vraiment eu d'action, dans la série non plus, il y en a un peu là, et dans le premier il y en a eu un tout petit peu, il y en a bien moins, il n'y en a pas beaucoup à part du coup en Orcanie, aussi avec la quête du dragon, quelques petites actions par-ci par-là, pas énormes, un peu mais pas beaucoup, ça reste dans l'esprit Camelot, donc ça c'est pas une grosse déception. Et ensuite, niveau, on va parler de niveau sonore, niveau son, il n'y a pas vraiment d'avancée. Enfin, il y a le thème connu de Camelot, il y a le thème c'est bien le petit thème de suspense qui est là, mais en fait ça colle tellement à la scène et ça passe tellement en second plan qu'on s'en rend pas compte. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça prend pas place dessus. C'est une plutôt bonne nouvelle, ouais. Et ça sort pas du lot non plus comme certains autres films dont j'ai pu faire des critiques, mais c'est quand même présent. C'était du coup à peu près tout ce que je peux vous dire sur Camelot, donc c'est un peu plus long que le premier volet, hein, où j'ai un peu plus réfléchi à ce que je pouvais vous dire. Et on va dire que en fait, je suis assez déçu de cette première partie, en quelque sorte, il faut pas oublier que c'est un film normalement qui est censé être en deux parties, et qui, à mon avis, il a dû le couper parce que en fait, la première fait 2h20 et l'autre va faire peut-être 2h aussi, donc un film de 80 ans cinéma c'est impossible. Le fait de l'avoir coupé, je pense, ça fait aussi le fait, ce qui déçoit un peu, ce qui amène un rythme un peu lent. Peut-être que c'était la première partie du grand film qui devait être un peu plus lent et l'autre partie avec un peu plus d'action. Et du coup, j'avoue que là, on n'a pas ce côté très présent dans du coup cette première partie, à tel point que en fait, la scène post-générique qu'on a actuellement, c'est Arthur qui, en fait, son bateau va s'écraser, donc il est sous l'eau. Donc à part ça, on n'a rien. Donc ça fait écho à son rêve. Donc à mon avis, on va le retrouver de suite là, ou peut-être même chopé par les personnes, ou des personnes qui ont impressionné Caradoc du coup à Trois-Fontaines ou à Porte-Sablé, là où ils sont allés du coup Caradoc et son sorte de petite équipe de Paracassé. Et c'est peut-être pour ça qu'on retrouvera le roi à côté de la cellule, ou peut-être juste que ce sera Perceval et que le roi on le retrouvera seul à essayer de sauver du coup Guenièvre et le personnage du coup qui fait le passeur. Et sinon, voilà, c'est une scène générique qui passe en second plan, enfin qui est pas très utile par rapport à Mélagan, où oui, là, du coup, on comprend de suite l'idée. Et là, pour le deuxième générique de ce deuxième volet, j'ai pas trop compris l'idée. Donc j'avoue que c'est assez dur à comprendre, malheureusement, ce film Camelot, deuxième volet partie 1. J'espère que la partie 2 va beaucoup plus nous apporter sur ce qu'on veut découvrir de ce film en entier. Ça reste une expérience à vivre au cinéma, parce que ça reste du coup la saga Camelot, ça reste du acier, donc pour ceux qui aiment ça, c'est pas non plus un film qu'il faut pas voir au cinéma. Mais c'est un film auquel moi je mettrais une note par exemple de 3 sur 5, donc c'est plutôt proche du 13 sur 20, un truc comme ça. 12, 13 sur 20, c'est pas le grand film auquel je m'attendais, c'est même 12, 13 sur 20, c'est une bonne note que je le donnerais actuellement. Et je vous ferai, je pense, une critique par la suite du second volet, de la seconde partie du deuxième volet l'année prochaine, qui sort donc l'année prochaine. Et à ce moment-là, je pourrais faire une note globale de ce deuxième volet et vous dire du coup si, en fait, les questions que je me posais et le côté lent étaient présents aussi dans ce deuxième volet, ou si ça en entier, ou si c'était du coup mieux, et que c'est du coup cette partie unique qui était un peu plus lente, et du coup, en faire deux films, c'est ça qui amène un côté trop lent, qui m'a un peu déçu. Et j'attendais mieux. Mais en tout cas, je reste plutôt fan de cette saga. Je sais qu'il y a du coup la partie 2 du deuxième volet. On aura un troisième volet à un moment donné. Faut pas s'attendre du coup à ce que dans le deuxième volet tout soit fini. J'attends pas mal d'avancement. Et c'est un peu les seuls points. J'espère aussi des réponses à de la Dame du Lac qui m'attend revenu. La Dame du Lac, on ne sait pas pourquoi depuis que Lancelot est avec une faux enchantée par un démon. On va essayer de comprendre aussi, est-ce que Anna et Lancelot vont s'allier, ou est-ce que ça va être une dualité pour peut-être même que Anna ou Lancelot s'allient à Arthur alors qu'ils veulent pas. Ça, on sait jamais. Hein. Mais c'est le côté, du coup, on a pas mal de questions à se poser, et j'espère que la partie 2 va y répondre, ou au moins la troisième volet à un moment donné. Mais la partie 2, j'espère que pas mal de questions auxquelles on peut se poser vont être répondues. Et je peux que vous conseiller d'aller voir ce film au cinéma si vous êtes fan de la saga d'Acier, parce que je travaille en cinéma et pour l'avant-première, on a eu au moins la salle pleine, donc ça reste une saga qui plaît. Et faites-vous votre propre avis, et je suis d'ailleurs dans les commentaires présents pour en parler, sur mon serveur Discord Discord aussi, ou même quand je suis en stream sur Twitch, on peut en parler ensemble. C'était donc, n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner et de partager même la critique à des gens que ça peut intéresser, même si je sais que je peux comprendre que vous vouliez vous désabonner parce que je suis moins présent. Et c'était donc Vémaillé
pour une nouvelle critique vidéo et ciao tout le monde.